Bonjour à vous, bienvenue. Je m'appelle Thomas Young, je suis accompagné de Julien Auré et de Dominique Hummel. Comme vous le voyez, on est sur l'atelier D31. Peut-on vraiment influencer les flux touristiques avec du contenu? Ce que moi j'aime beaucoup dans le titre, c'est le vraiment, parce qu'il a comme s'il y avait une dimension, comme si on avait un doute. Moi, je suis juste l'animateur, donc je vais faire une très courte intervention, puis après, c'est eux qui vont parler, qui vont apporter du contenu. Mon rôle est principalement de veiller, un, à ce qu'ils ne disent pas de bêtises, et deux, à ce que le temps de parole soit équilibré. N'est-ce pas, Dominique? Clin d'œil. C'est vous qui avez la télécommande ici. Bah non, c'est bon, je prends la... Donc le contrôle des flux, je vais les laisser se présenter. Je pourrais vous dire que Julien a fait ceci, cela, que Dominique a fait ceci, cela. Je pense que c'est plus sympa et plus naturel que eux se présentent avec les éléments dont ils ont envie de mettre en avant. Le contrôle des flux touristiques, je ne vais pas définir ce que c'est un flux touristique et blablabla. Je vais simplement vous montrer des images. On sait tous ce que les flux touristiques peuvent faire sur le territoire en termes de surpopulation, en termes de déplacement, en termes d'expérience. Là, on a une très belle image d'un gardon, et c'est absolument pas l'image qu'on se fait du gardon. C'est-à-dire que vous, les territoires, vous vendez le gardon absolument idyllique, désert, expérience unique, moi et ma famille et moi. Et quand j'arrive, c'est la réalité est plutôt comme ça. J'ai décidé de faire une balade en kayak parce que en kayak, au moins, je suis tout seul et je suis tranquille, mais je croise des gens. Après, je vais sur une plage et la magie des choses fait que Julien a pris, moi j'ai pris sans faire exprès la même illustration que Julien vous montrera tout à l'heure. Je crois que c'est les calanques, mais tu nous en diras plus. Tout ça est aussi généré par le marketing qui est généré par des tiers. Hein. Encore une fois, vous n'êtes pas les seuls à générer du marketing. Les voyageurs, les utilisateurs, par leurs photos, leur partage et tout ce que les gens produisent aujourd'hui, deviennent des producteurs de marketing. Et ça, c'est un grand enjeu, c'est comment contrôler le marketing qui est produit par des tiers, parce qu'on ne le contrôle pas, et donc eux aussi, ils ont une influence sur les flux. Je crois que tout le monde connaît ce spot parce qu'il a été tellement pris en photo sur Instagram. Et il y a d'autres photos très rigolotes où la caméra a fait un immense recul et on voit les pseudo-touristes qui font la queue pour faire exactement la même photo. Des lieux très pittoresques, chargés d'histoire, deviennent surpopulés. Je ne sais pas si on peut dire surpopulés. Je ne sais pas si c'est... La question n'est pas de est-ce que c'est problématique ou pas. On est sur une constatation. Est-ce que c'est souhaitable ou qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi contrôler les flux? Pourquoi contrôler les flux? Parce que un surflux, comment on peut dire? Ouais, un surflux, ça va générer des dégradations, ça va générer une usure de l'infrastructure. Il y a aussi peut-être une dimension de contrôler les flux dans le temps, parce qu'évidemment tout le monde vient en juillet et août, ça serait chouette que vous veniez en février. Bon, le contrôle des flux, il n'est pas uniquement sur l'espace géographique, il est aussi dans le temps, il est aussi pour répartir les flux entre les différents sites à visiter ou les différents prestataires. Pourquoi est-ce qu'il y a, sur le territoire, vous avez tous une ou deux locomotives, comment on peut rééquilibrer ça en envoyant vers d'autres sites touristiques qui ne sont pas des locomotives, mais qui ont tout autant un intérêt de visite, intérêt culturel, intérêt pédagogique, la nécessité de préserver la ressource, la nécessité d'être dans la durabilité, et puis il y a aussi l'expérience utilisateur. J'ai vu la photo du gardon qui m'a fait rêver, j'arrive sur place, ça ne correspond pas à la réalité. Voilà, donc l'atelier, il est pas tant sur faut-il contrôler les flux, parce que ça, on acte ça, et donc on a deux intervenants qui ont une réelle expertise et surtout du partage à faire sur le contrôle de flux. Donc l'atelier, il est sur comment est-ce qu'on peut comparer les flux. Il va comprendre tout seul, l'être humain est fascinant. Comment est-ce que eux ils contrôlent les flux? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc la question de la méthodologie. Parce que on est sur une sorte d'incohérence. On est en train de dire aux gens non, ne venez pas, ne venez pas. Et en même temps, on fait du marketing pour leur dire venez, venez. Donc, est-ce qu'il y a un arbitrage, un équilibrage à avoir? Quel support, quel message? Voilà de quoi il est question dans cet atelier. Merci Dominique, merci Julien de venir
partager. Et puis Dominique, je te laisse commencer. Présente-toi un petit peu. Il ne faut pas trop bouger parce que si tu veux être photogénique à la caméra, c'est bien ça? Il a dit oui. Mais tiens, tu peux prendre le micro. Tu veux venir ici avec le micro? Non, je sais pas. Non, mais une fois que tu as choisi un endroit, tu bouges plus. C'est ça le message. Tiens, viens. Merci, bonjour. Alors, peut-être que certains étaient ce matin à la conférence, donc je ne vais pas me représenter longtemps. Si je suis là aujourd'hui à l'idée de Mathieu Badio, c'est parce qu'effectivement, j'ai dirigé un site de visite qui a accueilli de l'ordre de 2 millions de personnes par an, le Futuroscope, pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis, lorsque le Futuroscope est rentré dans le giron de la Compagnie des Alpes en 2011, j'ai eu une mission à tiers-temps pendant quelques années, une dizaine d'années, en tant que directeur de l'innovation, qui a fait qu'on a travaillé ce thème dans d'autres sites de loisirs, mais aussi à la montagne, puisque la CDA gère, comme vous le savez, un certain nombre de stations. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Compagnie des Alpes. Voilà. Donc, a priori, un parc de loisirs, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de nous montrer, puisque nous sommes dans des lieux clos, avec une entrée ou deux, qui sont généralement la sortie, ce qui simplifie pas mal de problèmes, un ticket à payer, etc. Donc c'est vrai que dans une première approche, mon expérience peut être assez éloignée de celle que vous vivez dans les territoires. Cela étant dit, même si ce n'est pas faux, on laisse à ce jour, dans tous les sites de visite du monde, ou presque, on laisse rentrer, moyennant paiement du ticket d'entrée, beaucoup de monde. Et nous vivons dans ces sites 20 à 30 journées par an, où en réalité, nous laissons rentrer trop de monde. C'est-à-dire par rapport ensuite aux capacités que nous avons à l'intérieur du site, on est en surtourisme d'une certaine manière. Et là, on a exactement à gérer ce sujet-là, de comment on peut réorienter les flux. Je termine par cette petite introduction de mise au point. Parce qu'évidemment, ceux qui viennent voir un parc de loisirs, quel qu'il soit, en gros, et c'est votre sujet aussi dans les territoires, ils ont un imaginaire, des représentations, qui fait qu'il y a 4-5 blockbusters, donc des locomotives, qui portent le bouche à oreille de ce site et qu'ils ont envie de faire. Le reste, ils en ont peut-être entendu parler, souvent ils le découvrent une fois qu'ils sont sur place. Et donc comment on fait pour effectivement changer la hiérarchie et quelque part, sur les grosses journées, arriver à réorienter? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est facile à faire? Je vais venir dans un instant. Donc, j'ai mon petit machin, c'est ça? Alors. Non. Alors, bon, ce matin, vous avez vu que j'aime bien quand même quelques cadres un peu méthodaux pour poser les problématiques. Donc, en gros, ça, c'est une petite matrice qui nous a beaucoup servi et qui sert aussi dans d'autres sites. Assez simple. Bon, prenez les deux ronds qui sont là. Il y a de la lumière avec ça, je pense? Dans l'autre sens. Ouais. Bon, peu importe. Il y a deux sujets assez simples. La question numéro 1, c'est comment on fait venir, comment on donne envie à des gens de venir et jusqu'à les faire acheter, qui est en gros le sujet, je pense, de la plupart d'entre vous. L'attractivité sur un site, pour un site ou pour un territoire. Et puis le deuxième enjeu, c'est une fois qu'on a réussi à les faire venir, ce qui est déjà pas simple, comment on fait pour qu'ils soient satisfaits, que ce soit un client qui paye ou un public qui ne paye pas. Au fond, c'est assez simple, mais c'est ça les deux mamelles de notre système. Ce que moi j'ai appris dans l'expérience, à la fois du Futuroscope et d'autres sites au sein de la Compagnie des Alpes ou des territoires, moi je suis très impliqué dans le CDT des Charentes avec Olivier Amblard, c'est que les deux se connectent. Et ça, c'est déjà un premier thème pour vous. Juste une info. Lorsque une satisfaction évaluée, là j'ai pris sur 5 parce que c'était, surtout il y a quelques années encore, TripAdvisor la référence, lorsque votre client vous donne une note qui est dans le décile supérieur, ça veut dire que si on est noté sur 10, c'est 9 ou 10. Si on était noté sur 20, c'est donc les 10% du haut. Donc noté sur 5, c'est 4, 5 à 5. J'insiste, je l'ai dit d'ailleurs ce matin, 8 sur 10, ça ne compte pas. Quelqu'un qui vous note 8 sur 10, il ne parle pas de vous. Quelqu'un qui vous note 9 ou 10 sur 10, ou 4,5 ou 5 sur 5, on a modélisé tout ça, y compris sur des sites de territoire. La probabilité qu'il parle de ce qu'il a vécu une fois qu'il rentre chez lui est multipliée par 2 par rapport à quelqu'un qui a juste mis 8. A fortiori 6, 7, etc. Et la probabilité
qu'il revisite votre site dans les 3 ans est également multiplié par 2. Donc tout le challenge des équipes du Futuroscope, je dirais j'ai 1000 personnes qui étaient engagées sur un objectif qui était d'atteindre 8,5 sur 10, parce que nous étions à 8 à l'époque, et chacun en a sa part. Et donc tout l'enjeu, c'est de grappiller les pourcentages qui restent pour arriver à ce niveau-là. On est quand même là sur un thème de communication pour moi aussi, puisque ces éléments de très grande satisfaction vont d'une certaine manière influencer votre propre travail. La boucle, elle fonctionne comment ? Donc, je suis client, j'ai vécu l'expérience, j'en parle sur les réseaux sociaux ou tout simplement chez moi, et ça alimente la représentation, la perception que se fait mon futur client au public de mon offre. Et puis, il y a une deuxième machine de guerre qui alimente tout ça, c'est votre tuyau à vous, j'allais dire, qui est tout ce qui se fait en matière d'offres proposées, que l'on communique, qui est perçu d'une certaine manière par le visiteur. On a aussi essayé de modéliser comment ça pèse ces différents canaux qui produisent de l'attractivité. Et c'est là que ça fait un peu mal, mais ce n'est pas surprenant. Ce qui vient du haut, c'est-à-dire tout ce qui est généré par le bouche à oreille, donc l'expérience vécue par quelqu'un à un moment donné, surtout si elle est à un haut niveau de satisfaction, ça pèse les 2/3 des motifs de visite. Donc le dernier tiers, c'est celui sur lequel on agit par la communication, mais il y a aussi ça, j'ai appelé ça les imaginaires, les représentations qu'on se fait, c'est là qu'on a notamment ce qu'on a envie de faire, les blockbusters qu'on veut absolument faire, parce qu'ils ont fabriqué cet imaginaire. Ça pèse 1/3. Et là-dedans, les sites de visite, sur ce dernier tiers, c'est moitié ce qu'on dépense en communication et moitié ce qui résulte des relations presse. Ça veut dire que ce qu'on investit en com, Futuroscope dépensait 10 millions par an de pub. C'était plus que tous les CDT de mon territoire. Je ne m'en vante pas parce qu'on avait les moyens, on faisait 100 millions de chiffre d'affaires. Ça ne pèse que la moitié du tiers. C'est-à-dire, si je compte bien, 16, quelque chose. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, y compris la télé, comme ça a été dit ce matin par Loïc, mais relativisons un peu tout ça. Ce que je retiendrai à ce stade-là, c'est que il faut travailler ça, il faut travailler comment vous exploitez ça, comment vous le mettez en scène, parce qu'au fond, c'est une matière première extrêmement influente sur l'image, et puis comment vous travaillez ces fondamentaux. J'étais à Venise il y a 15 jours, normalement 30 millions de visites par an. 1 milliard m'a dit quelqu'un de l'Office de tourisme depuis que Venise existe. On peut y aller pour déprogrammer Venise en faisant du démarketing si on s'appelle l'Office de tourisme italien. Bon. Vous êtes au Futuroscope, vous pouvez y aller, j'allais dire, pour que les gens sortent de leur imaginaire les 2-3 attractions phares. Donc c'est des sujets quand même pour lesquels il faut être relativement modeste et en tout cas ça prend du temps. Ce que je voulais vous montrer aussi, et je suis quand même dans la périphérie du sujet, je l'espère pour vous, cette petite matrice très utile qui a été fabriquée par une universitaire d'Aix, décidément. Il y a beaucoup de savoir-faire à Aix, puisque je parlais de Jean-Baptiste Morisot ce matin. Elle est très connue, cette grille. C'est la grille qui mesure l'insatisfaction et la satisfaction. Bon, l'un n'est pas lié à l'autre. J'achète une voiture qui ne freine pas, je suis insatisfait. Ce n'est pas pour autant que je suis satisfait. Donc il faut travailler d'abord les critères d'insatisfaction qui sont là, qui font que si ces critères-là ne sont pas satisfaits, eh bien, de toute façon, je ne vais pas être satisfait, je reste insatisfait. Ce sont des irritants majeurs qui vont vous brouiller la communication. Dans ce qui fait mal en matière de bouche à oreille, c'est là dans le noir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les basiques, les points noirs, sur lesquels il faut travailler. Ce qui est intéressant avec l'effet Covid, qui était un peu la musique de fond quand même de cette intervention, c'est que sur la trentaine de sites dont j'ai les informations, sites de visite et 2 territoires, le critère sécurité, qui est évidemment un basique, il est monté très très loin en termes d'influence et il tend à devenir un élément clé. Ce qui est intéressant, ça veut dire que dans le raisonnement des gens, si la sécurité est bien assumée, elle peut devenir un élément sur lequel je peux gagner de la satisfaction et pas simplement lutter contre l'insatisfaction. C'est des éléments, je pense, assez importants. Ce qu'on a noté aussi, et Dieu sait que c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé dans mon groupe, mais sûrement vous aussi, c'est que l'accueil, c'est quelque chose qui a été toujours pensé que quand les gens s'attendent à une certaine qualité d'accueil, ça c'est typiquement ce qui se passe ici dans le rouge. Si je suis au-dessus de ce à quoi s'attendent les gens, ça me tire vers le haut. Si je suis en dessous de ce à quoi les gens s'attendent, ça me tire vers le bas. C'est pour ça qu'on appelle ça des éléments clés. Ils contribuent à baisser l'insatisfaction et à monter la satisfaction. Eh bien, traditionnellement, en 15 ans d'observation que j'ai pu faire, l'accueil, typiquement, se promenait là. C'est-à-dire que si on était meilleur dans l'accueil que ce à quoi les gens s'attendaient, ça tirait la satisfaction vers le haut. Aujourd'hui, et c'est aussi un effet Covid, l'accueil n'est plus susceptible de faire ça. Ça devient un élément basique. Donc tout ça est quand même très très lourd. Et puis comme il s'est passé beaucoup de choses sur l'innovation et ses l'attente, moi je note, notamment dans les verbatims, qu'il y a aujourd'hui une attente des sites, peut-être des territoires,
sinon d'être efficace sur ce sujet-là, du moins de montrer qu'on se bouge sur ce sujet-là. Et donc d'être innovant. Alors j'ai donné un petit exemple que j'ai encore vécu, ça c'est mon dernier été au Futuroscope en 2018. Au mois d'août, les notes se cassent la figure. On perd en gros 20% de la note parce qu'on est en surfréquentation. Une idée toute simple qui est née du design thinking. On a acheté à peu près 100 Fat Boy, vous voyez ces grands coussins que vous connaissez et que vous utilisez sûrement beaucoup ici. Ça, les gens se les sont appropriés. On en a posé à certains endroits où il y avait un point de vue, où il y avait une aire de jeu, où il y avait un bar, peu importe, les gens les ont bougés, pouvaient les bouger. Et en réalité, ça a décompressé les files d'attente. Donc on a gagné en attente, notamment sur les blockbusters. Les gens ont trouvé du plaisir parce qu'au fond, on vient dans un parc aussi pour partager entre soi. Et donc c'est un objet, j'allais dire, qui facilite cet échange. Et ça a été un élément très, très intéressant. On a gagné 3 dixièmes sur 5, ce qui veut dire quasiment plus d'1 point sur 20. C'est quand même énorme à ce niveau-là de grignotage. Voilà. Puis après, il y a tout ça qui est très intéressant, notamment quand vous discutez avec vos élus ou vos patrons. Hein. J'avais ce défaut-là moi aussi. J'adore la musique, j'en fais beaucoup. Donc quand je suis arrivé en 2002, j'ai dépensé 2 millions d'euros parce qu'il y avait un point qui était ambiance dans les allées du parc. Futuroscope, c'est des pavillons, un peu comme une expo universelle. C'est pas très très chaleureux. Et donc on a des creux, j'allais dire. Et on avait en permanence des fanfares qui jouaient dans les attractions, à l'entrée des attractions, dans les allées. 2 millions d'euros, c'est pas rien. C'était à peu près le tiers de notre budget d'animation. Effet sur l'ambiance, critère mesuré, 0. Je m'étais donc fait plaisir. Donc ici, ce sont des tas d'éléments où on fait des choses, ben ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si on les fait, les gens ne le voient pas, et si on ne les fait pas, les gens ne le voient pas non plus, forcément. Donc comment je détecte là où je me suis un peu fait plaisir, où j'ai suivi une position hiérarchique qui en réalité ne correspondait pas vraiment à un besoin client. Voilà. Après, ce qui me paraît intéressant pour terminer là-dessus, ça synthétise ça d'une autre manière, c'est toujours sur ces impacts, sur la très grande satisfaction. Assez curieusement, mais à la réflexion, ça m'a moins choqué, on a observé que ce qui génère donc un très bon niveau de satisfaction, c'est en gros 3/3 équivalent à peu près comme dans la pondération. Alors comme il faut des choses simples, j'ai appelé ça les 3C, assez naturellement le contenu, mais qu'un tiers. C'est-à-dire quand je suis très satisfait, le contenu, c'est-à-dire ce qui m'a motivé pour venir, visiter tel ou tel lieu, ça ne pèse qu'un tiers. C'est quand je ne suis pas très satisfait que le contenu pèse beaucoup plus lourd, mais en négatif. Mais quand on est au niveau de l'enchantement, c'est-à-dire la TGS, la très grande satisfaction, ça pèse un tiers. Puis un deuxième tiers pour jouer la règle d'essai, mais le mot est assez intéressant, le mot anglais de convenience, et un troisième tiers qui est celui du contexte. La météo, par exemple, est un élément clé. Ce sont 3 facteurs à niveau équivalent. Et ça, je l'ai vu sur les 12 sites qu'on gérait à l'époque à la Compagnie des Alpes. On a fait des études sur notamment la Plagne et les Ménuires. On a constaté le même phénomène. La Covid, puisqu'on a les éléments chiffrés, tout ça est mesuré toutes les semaines. La Covid a dopé le facteur convenience. Donc c'est une question pour vous. Comme c'est un élément de réassurance, ça a été dit aussi ce matin dans une table ronde en fin de matinée dans l'auditorium, ces éléments d'insécurité, de crainte, on est revenu aux fondamentaux de la pyramide de Maslow, hein, voilà, ici. Ces éléments-là sont devenus extrêmement forts dans l'attente, et je pense que ce sont dorénavant des thèmes de communication. Moi, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas communiquer que sur ça. Ça, je ne sais pas, encore que les prévisions météo, surtout quand elles sont bonnes, ça peut être un bon thème de communication, mais ça, c'est un élément intéressant dans la communication. Je vais finir par un petit schéma là-dessus, parce que c'est des éléments qui fabriquent de la réassurance, donc de l'envie de visite dans le dernier moment du tunnel de conversion. Donc Maslow, dont on a souvent dit il a raison sur les sujets, mais il a tort sur l'idée que l'un dépend de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne satisfait le besoin de sécurité que si on a satisfait le besoin physiologique, etc. Cette idée de Maslow de la hiérarchie, qui est sûrement pas très juste, mais dans la Covid, cette idée est devenue juste. Si on n'était pas bon là, on ne pouvait pas être bon là. Et encore moins là. Donc on revient là aussi à des fondamentaux. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que ce qu'on a observé sur les décisions de non-achat, c'est que si on n'est pas crédible sur ce niveau-là de la pyramide, eh bien on n'est pas capable de transformer une vente. Ça veut dire que ça va être un élément de choix des gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me proposes pour me réassurer à ce niveau-là de la pyramide, et j'irai chez toi. C'est donc des éléments clés de communication. Et je termine, Julien, je ne suis pas trop long. Donc j'ai essayé de faire juste un petit schéma à partir de cette expérience qui est effectivement assez éloignée de la vôtre, pour voir un peu ce que ça pourrait amener comme éclairage par rapport à votre propre job, en distinguant, bien sûr, c'est très basique, l'offre et la demande.
La première idée, elle est là, mais j'ai déjà commencé à la toucher. C'est que je pense, personnellement, en tout cas c'est ce qui se fait sur certains sites de visite, que ça pose la question du périmètre de la communication. Et notamment, ça pose la question d'une ouverture des chakras sur l'ensemble des 3C de l'expérience client. Comment on le raconte, sûrement par du témoignage, sûrement par de la reprise de témoignage, mais on peut plus se contenter de communiquer simplement sur le contenu de l'offre. Et j'ai ajouté AIDA, que vous connaissez tous, donc c'est attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir, amener l'acte d'achat. Plus on descend dans le tunnel de conversion, notamment sur la fin, qui est quand même l'élément clé, parce que c'est là que je transforme mon attractivité en achat, plus ces éléments de réassurance sont importants, plus ces éléments de la pyramide de Maslow, le bas de la pyramide, viennent dans le jeu. Donc comment j'ai une communication, c'est de plus en plus compliqué, qui au fond n'est pas la même aux différents moments du parcours. Hein. Ça a été dit par quelqu'un de Booking tout à l'heure dans un atelier en fin de matinée à propos de ce qu'ils mettent en avant de leur propre site. Et mon besoin de communication, et surtout le besoin de ma cible en termes de communication, il faut le rythmer par rapport à ce process-là et être présent sur la fin à travers d'autres messages que les messages de contenu. Dans les personas, le persona très centré sur la réassurance pesait à peu près 40% il y a 5 ans, il pèse 60% aujourd'hui. Mais il pèse à ce moment-là. Il faut d'abord attirer son attention, etc. Donc ça, c'est des éléments, je pense, de réflexion intéressants. Ensuite... Dominique, excuse-moi. Tout à l'heure, tu as montré un... Il faut qu'on revienne au flux quand même. C'est passionnant, mais on n'a pas le... Tout à l'heure, tu as montré un exemple de... On a contrôlé les flux en créant de la distraction pour le visiteur. C'est-à-dire que tu l'as détourné de son intention en mettant des fat boys. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme ça pour manipuler les flux ou parce que détourner le visiteur de son intention primaire, c'est quand même quelque chose de fort. Mais écoute, donc ça va être là. Donc on a d'abord travaillé les dimensionnements, c'est-à-dire que quand on est en situation de prévoir le trafic, l'idée c'est de doper évidemment sur les journées prévues en très grande satisfaction. Voilà. Concrètement, ce dimensionnement qui dope l'offre, ça nous a conduit, et dans tous les sites, à rajouter des contenus, par exemple des spectacles vivants de plein air, mais qui ne fonctionnaient que sur un certain nombre de journées dans l'année. Comment ça peut fonctionner sur les territoires ? J'ai évoqué effectivement l'idée de, non pas disperser, mais ralentir les flux à travers des propositions. Ça se fait en effet beaucoup avec des animations de rue qui l'été fonctionnent quand même pas trop mal. Donc on a un certain nombre de réponses de ce côté-là. Et ça pose, même si là le mot de Gilles est un mot connoté au financement et au coût, ça pose la question de savoir si sur des sites, y compris territoriaux, on est en situation de gérer des quantités sur certains sites. J'ai donc ouvert le sujet. Il me semble, de mon expérience, que tant qu'on n'est pas capable de filtrer les accès, il y a des sujets qu'on ne pourra pas traiter. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement lutter contre le surtourisme, sans prendre l'exemple souvent cité des Calanques, mais il y en a plein d'autres, je pense que ça va poser la question, d'ailleurs elle est posée, regardez Machu Picchu, on ne rentre pas comme ça, c'est-à-dire d'avoir la capacité de gérer des accès par rapport aux sites, ça veut dire les périmétrer, les mettre en sécurité, et en effet gérer des quotas, avec ensuite plein de sujets sur qui est prioritaire dans cette affaire. Je pense que sur certains sites, ce ne sont même pas les touristes qui viennent créer la saturation, notamment celui des Calanques, il y a aussi tous les voisins, entre guillemets, est-ce qu'il faut qu'ils viennent à ce moment de l'année, qu'on bâtisse un certain nombre de règles. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, mais c'est discutable, c'est le filtre de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des sites créent une offre premium qui, en fait, vous donne un accès privilégié, y compris sur les grosses journées, à condition de payer. Mais on voit bien que c'est un dispositif qui n'est pas applicable partout et qui a ses propres limites. Je voulais simplement ouvrir le sujet sur cette question, évidemment, du quota qui est certainement largement posée. Après, sur la demande, parce que pour moi, c'est un background de communication. Je vois bien, Julien, que tu veux que je traite le fond, mais je pense que c'est un background de communication un peu nouveau. Il y a cette idée de l'empathie qui a été évoquée ce matin, de la considération du personnel. Article numéro 1 ou règle numéro 1 qui fonctionne sans aucun problème, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on a des outils de mesure en temps réel qui permettent de dire ce qu'il en est, et donc par une appli, par des tableaux digitaux. Maintenant, il y a même des signalétiques qui existent sur nos sites qui donnent non seulement la distance par rapport à tel ou tel pavillon, mais aussi l'attente qu'il y aura dans ce pavillon. Donc être extrêmement efficace sur la gestion et l'information en temps réel. Ce dont les gens ont besoin, c'est de la considération. Et s'ils mesurent que vous faites des efforts, eh bien, vous êtes déjà à moitié pardonné, et la transparence est essentielle, avec d'ailleurs un petit effet pervers qui vient corriger ce que je viens de dire, sur
sur les blockbusters, le temps d'attente qui est affiché, il est souvent majoré et non pas minoré. Parce qu'il vaut mieux une bonne surprise dans ce sens-là que dans l'autre, et c'est des choses qui fonctionnent. Donc toute cette question de la considération est extrêmement importante. Moi, je vois certaines images, comme celle que tu as montrée, se pose la question tout simplement du confort, qui fait partie des éléments de configuration, mettre des ombrelles, voire des brumisateurs. Bref, vraiment traiter l'expérience client, y compris dans ce cas-là désagréable, pour corriger les choses. La question des contenus, on revient un peu à ta question. Là, je la ressens sur mon expérience, qui est celle de l'attente. L'attente en soi n'est pas un problème. J'étais très surpris à la dernière Expo universelle de Milan, en 2015, le pavillon japonais extraordinaire, vraiment extraordinaire. Les gens faisaient 4 heures de queue sans moufter. Parce que quand ce que vous allez faire est exceptionnel, vous êtes prêt, d'une certaine manière, à en payer le prix de l'attente. L'attente, c'est d'abord une espérance de quelque chose. Et il faut pas, il y a des paradoxes dans l'attente. Quand on voit notamment nos meilleures attractions, quels que soient les parcs, quand les gens les font, ils mettent quand même une très bonne note, même s'ils ont beaucoup attendu. Donc ça ne dégrade pas la satisfaction de l'expérience précise. En revanche, sur la note générale, sur ce qu'on appelle, nous, la note de satisfaction globale, là, on perd des points parce qu'ils ont le sentiment que, globalement, ça n'a pas été géré en termes de flux. Donc, des contenus supplémentaires, notamment au moment des attentes. Alors, est-ce que c'est des choses qu'on peut appliquer dans les territoires? C'est-à-dire, on crée des parcours qui font que l'accès en amont du rendez-vous principal est lui-même thématisé. Et là, on peut aller très très loin, évidemment, en termes de mise en ambiance, en termes de création de contenu en amont du contenu principal. Et puis, je pense qu'un des sujets qui est posé aussi, c'est celui, au fond, du périmètre. Le surtourisme, c'est un lieu, mais c'est surtout un moment. Et donc, comment, sur ces moments forts où certains lieux sont compressés, on arrive à élargir l'offre et notamment réorienter vers ailleurs. Ça, j'y crois assez peu. Hein. Je sais que c'est le thème le plus traité, parce qu'à partir du moment où on revient à mon tableau sur l'imaginaire, je vais aller dans telle ou telle destination parce qu'il y a une image forte qui m'est donnée, je pense que ça va être assez compliqué de détourner les flux par rapport à ça. En tout cas, il y a des expériences qui ont été faites et qui montrent que ce n'est pas si simple que ça. Donc voilà une petite grille et qui peut éventuellement servir le débat tout à l'heure. Tu as dit à un moment donné que la perception, la satisfaction, c'était un décalage entre ce que j'ai cru que j'allais avoir et ce que j'ai eu. Et si possible, créer un décalage positif pour avoir ce fameux enchantement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut leur dire d'arrêter de mettre des photos complètement idylliques des calanques ou des gardons et de, au contraire, mettre des photos où il y a un peu plus de population qui représente beaucoup plus la réalité pour justement minorer ce gap entre perception et réalité? Je n'irai pas jusque-là parce que je pense que c'est un peu suicidaire. Je reprends ça. Si on est à ce moment-là où il faut attirer l'attention sur votre site, vous n'avez pas intérêt de vous tirer une balle dans le pied de cette nature-là. Si en revanche, par la personnalisation de la communication, comment on fait? Vous allez me dire, mais c'est tout le boulot que vous développez. On arrive à toucher les gens plus en aval du process. Là, il ne faut pas hésiter à donner les conditions de visite. Il est clair que dans un système où on réserve en avance, ce qui est le cas aujourd'hui des parcs de destination, les 4/5 de nos visiteurs se font connaître, ne serait-ce que parce qu'ils réservent un hébergement. Donc il faut travailler avec les hébergeurs, il faut avoir des systèmes, si vous allez vers des accès, qui vous permettent en effet d'avoir de l'horodatage, et donc de connaître votre cible. On revient sur ce thème aussi de la prévision et de la connaissance en amont. À partir de ce moment-là, vous êtes dans la personnalisation de l'info, oui. Marocco, et on l'a fait, c'est dire, mais ne venez pas ce jour-là si vous pouvez ne pas le faire. On négocie avec vous simplement le fait de passer du jeudi au vendredi. Parce qu'entre un jeudi et un vendredi, l'été, dans un site de visite, on a en gros un tiers de différence de fréquentation. Donc je suis d'accord sur la transparence, la responsabilisation réciproque, à condition qu'on la fasse au bon moment dans le process de communication et de commercialisation. Et il y a certainement quelque chose à jouer avec le yielder le territoire. Mais ça, c'est très compliqué de yielder le territoire, puisque c'est chaque acteur économique qui fait sa fixation de tarifs et donc qui va yielder lui-même. Mais est-ce que, par exemple, un territoire pourrait avoir une dynamique de yield, des ateliers de travail avec les sociopros, pour leur faire passer le message que on peut bien yielder quand il y a un fort afflux, justement pour calmer le flux. Je pense au Machu Picchu, où par exemple, je crois que l'île Maurice a mis une taxe d'aéroport extrêmement élevée pour n'avoir qu'un tourisme de très haute qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charters qui peuvent aller à l'île Maurice tellement c'est cher, et ils contrôlent le flux comme ça par le prix. Aujourd'hui, la réponse est la premiumisation, donc ce n'est pas une bonne réponse en termes de démocratie du voyage, et elle a aussi ses effets pervers. Sur cette connaissance fine, et notamment par le biais d'outils
comme les applis qui donnent l'information, qui font en réalité du conseil de visite. Ce qu'on développe, et c'est comme ça que les applis ont évolué, c'est quasiment de la conciergerie en temps réel. Mais on observe aussi un phénomène pervers. Moi, je suis toujours un peu réticent à aller trop loin dans l'usage du smartphone, ne serait-ce que parce qu'il nous coupe d'une certaine manière de nos environnements et donc de la qualité de notre présence. Eh bien, il y a eu un effet pervers. On a fait un test cet été sur Astérix assez intéressant, où les gens pouvaient réserver sur les 4 attractions majeures sur leur smartphone. Sauf que quand il y a 30% de gens de trop par rapport à la capacité journée de telle ou telle attraction, de toute façon, c'est compliqué à gérer. Et donc, s'ils s'y prennent trop tard pour faire leur réservation, à 11h plutôt qu'à 9h, eh bien, le système leur dit plus de place. Et là, il n'y a pas d'humain pour venir traiter le sujet. Et là, c'est terrible, parce qu'il y a le sentiment d'une espèce d'abandon, parce qu'on a fait du 100% digital. Donc l'accompagnement, y compris humain, de ce process-là est très important. Ouais, donc il n'y a pas de contrôle des flux sans accompagnement humain. Julien, quelle est ton expérience, toi, sur des parcs naturels? Qu'est-ce que vous avez... Alors déjà, présente-toi, parce que moi, je te connais à peine. Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Dans quel environnement? Quels résultats? Je connais pas mal de monde dans la salle, mais c'est vrai que je suis Julien Auret, je suis le responsable du pôle communication et ingénierie au CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je travaillais précédemment, il y a un petit moment maintenant, ça fait 11 ans que je suis au CRT. Je travaillais précédemment, j'ai commencé en fait à l'agence de développement des Alpes de Haute-Provence où je travaillais sur les problématiques d'ingénierie et de durabilité justement. J'ai toujours été un peu sensible là-dessus et quand je suis arrivé au CRT, on a mis en place, je me suis occupé de la mise en place notamment de la filière écotourisme qui aujourd'hui perdure encore et sur laquelle on a un certain nombre d'actions de collaboration avec les espaces naturels protégés. Donc voilà, ça c'est mon parcours, tout simplement. C'est vrai que, déjà, nous, à travers la gestion des flux, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un terme qu'on n'aime pas trop, qu'on trouve qui veut rien dire, c'est la surfréquentation. Parce que la surfréquentation, c'est où, en fait, la surfréquentation? Au niveau régional, nous, on estime qu'il n'y a pas de surfréquentation. On estime qu'on a des pics de fréquentation, en revanche, qui sont très localisés. Localisés soit à des périodes de l'année, mais également localisés sur des endroits bien précis, sur des spots. Et notre réflexion, c'est de se dire ce qui se passe, c'est pas moi ça. C'est pas moi, c'est toi ça. Non, c'est pas moi. Vas-y, continue. Ouais, je continue. Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai l'impression que je me suis trompé d'atelier, quoi. Ah, c'est moi. Il y a un problème, C'est pas grave, je vais le faire comme ça. C'est ma faute. Non, mais c'est pas grave, on va le faire sans. C'est pas un problème. Il y a juste un truc que j'aurais aimé montrer, c'est juste par rapport à Waze. Je te le fais en direct. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas toi. Quand on est allé sur ces problématiques-là, voilà, on s'est dit qu'en fait, on a fait un travail de fond. Alors, ça fait plusieurs années, je le disais, qu'on travaille avec les espaces naturels protégés. Mais à l'été 2020, il s'est passé quand même quelque chose d'assez, pas alarmant, mais en tout cas de quelque chose qui interpelle. À l'été 2020, donc on était en pleine crise sanitaire, on sortait de la crise sanitaire, les gens ont la possibilité de voyager à nouveau et les gens se sont rués sur des grands espaces, sur les espaces naturels. Et on avait déjà observé des problèmes de fréquentation forte, on va dire ponctuelle sur certains sites, mais peut-être pas de cette ampleur de ce qu'on a connu à l'été 2020, parce que les gens ne voulaient pas se retrouver à l'intérieur, ils voulaient aller... Donc on nous a signalé pas mal de problèmes au niveau du terrain par rapport à ça. Et on a travaillé notamment l'année dernière sur un travail de fond pour identifier un petit peu quel type de pic de fréquentation on avait en région. Et on a déterminé en fait sur les espaces naturels 3 types particuliers. Le premier, c'est un cas à part, c'est les calanques. Les calanques, on est sur des pics de fréquentation tout au long de l'année, particulièrement fortes l'été, mais également sur les week-ends. Ce qu'il faut savoir quand même, parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les touristes, c'est que quand même plus de 80% de cette fréquentation est due à des locaux plutôt, puisqu'on est sur le parc national périurbain le plus grand d'Europe quand même. Ça, c'est la première typologie qui est un cas à part. Après, on dira 2 mots sur le démarketing, on dira ce que nous, on en pense au niveau du CRT. Loïc, tu pourras compléter d'ailleurs, je suis sûr que tu le feras d'ailleurs. Et du coup, on a une deuxième typologie de sites. C'est des sites, c'est des espaces naturels en tout cas, qui sont soumis à des pics de fréquentation réguliers tout au long de l'année. Des pics de fréquentation plutôt en saison estivale tout le long de la saison, mais également sur les ailes de saison. Là, c'est des parcs au nom plutôt emblématiques comme le Verdon, le Luberon, mais également des parcs périurbains comme la Sainte-Baume par exemple, bien sûr Port-Cros,
Voilà, c'est ce genre de parc. Et puis on a une dernière typologie, c'est plutôt des espaces naturels qui connaissent des pics de fréquentation principalement sur les week-ends en saison estivale. Et là, c'est plutôt les parcs alpins qui sont dans cette logique-là. Voilà, donc ça, c'est le premier inventaire qu'on a fait. On s'est dit, ok, on connaît ça, mais en fait, en gros, c'est bien beau de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça, en fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer finalement à nos visiteurs en échange? Donc on a travaillé ensemble pour voir... Ok, on a ces problèmes-là. Maintenant, quelle alternative on peut proposer? Merci Thomas. Donc voilà, ce que je vous disais, la première étape, c'était de connaître les hotspots. Et donc là, après, on a fait un travail pour identifier les alternatives qui étaient à proximité. Voilà. Je vous prends un exemple. Par exemple, un exemple qui n'est pas loin de chez toi, Franck, qui n'est pas sur ton territoire, mais qui n'est pas loin de chez toi. C'est le cas, par exemple, du Sentier des Ocres à Roussillon ou du Colorado provençal à Rustrel, dans le Luberon, qui sont des sites qui sont très prisés. Ces sites-là, quand on a commencé, j'en parlerai après, l'expérimentation avec Waze, l'idée c'était, on s'est posé autour de la table en disant ok, ces sites sont soumis à des pics de fréquentation, mais on les renvoie où? Parce que pour nous, il n'est pas concevable quand on fait de la promotion touristique, en tout cas, de vouloir montrer la réalité de ce que vivent les gens l'été. De faire ce qu'on appelle du démarketing en fait. C'est-à-dire typiquement la photo que tu as mis tout à l'heure des Calanques, c'est une photo du parc des Calanques. Pour dire, alors moi je suis pas là pour critiquer ou pour dire il faut pas faire de démarketing, c'est juste, c'est pas notre vision. Je pense que ce terme-là a le mérite au moins d'ouvrir le débat et de montrer que la situation, elle est préoccupante et qu'il faut qu'on s'en saisisse, nous, collectivités, même acteurs privés, enfin voilà. Un exemple, voilà, deux situations assez différentes d'ailleurs pour illustrer ça. Le démarketing, donc sur la droite. Et là, c'est ce qu'a fait Copenhague. Alors ça, c'est pas nouveau. Ces problématiques de pics de fréquentation, on en parle depuis un certain nombre de temps. Copenhague a eu une énorme en fait, démarche de communication il y a 3 ans pour rediriger les gens en fait, sur les trésors cachés autour de la ville et non pas au sein de la ville. Donc ça, c'était hyper intéressant. Ils ont eu toute une campagne là-dessus avec multicanal, travailler avec des influenceurs, des vraies campagnes de communication digitale également pour montrer un peu ces richesses-là. Et cette démarche-là, nous, on la trouve beaucoup plus intéressante, plus constructive, parce que dans le durable, il y a la protection de l'environnement, mais il y a aussi l'économique. Donc notre idée à nous, c'est plutôt de dire comment on va faire finalement, ok, il y a certains spots qui connaissent des pics de fréquentation, mais comment on va faire en fait pour pouvoir les garder sur le territoire? Ok, on ne va pas insister sur nos communications pour dire l'été, aller dans les Calanques, mais en gros, on va dire ok, les gens veulent aller dans les Calanques, est-ce qu'à proximité, on n'a pas quelque chose à leur proposer? Donc on est plutôt dans cette démarche-là. Et là, nous, on estime qu'il y a... Moi aussi, je sais faire des schémas, Dominique. Ok, ils sont moins bien que les tiens, mais voilà. Du coup, on estime qu'il y a 4 clés pour réussir ces messages. Quand on est sur ces problématiques-là. Le premier, c'est de pouvoir communiquer en temps réel pour réagir vite. Alors, on peut modéliser parfois, Dominique, peut-être tu pourras réagir là-dessus après, mais on peut modéliser parfois ce qui va se passer sur les territoires, mais des fois pas du tout. Je vous donne un exemple. L'année dernière, au lac d'Alos, dans le Mercantour, il y a eu énormément de monde. Et vraiment, il y a eu plein d'articles, ça a été très compliqué. Cette année, il y a eu du monde, parfois des jours un peu préoccupants, mais rien à voir avec ce qu'on avait connu à l'été 2020. Pourquoi? Parce que le contexte a un peu changé aussi. L'année dernière, on a eu beaucoup de gens qui se sont tournés vers la montagne, vers les espaces naturels pour avoir besoin d'espace. Cette année, ils se sont aussi dit, bon, j'ai aussi envie de me baigner, j'ai aussi envie de revoir la Provence. Et on a eu un équilibre beaucoup plus important, on a eu une belle saison. Mais en tout cas, un phénomène un peu différent. Voilà. Et communiquer en temps réel, c'est hyper important parce que si le phénomène, comme je le disais, on ne peut pas le modéliser, il faut qu'on ait une capacité de réagir très vite pour diffuser l'information auprès du visiteur. Donc ça, c'est vraiment une clé très importante au départ. La deuxième, c'est de pouvoir proposer des alternatives proches de l'intention de départ. Je vous donne un exemple, je vais insister après sur Waze. Quand on a commencé à faire les premières expérimentations sur Waze en 2020, on a travaillé avec le Verdon et le Luberon, dont je vous donnais les exemples tout à l'heure. Sur le Luberon, un des scénarios qu'on a travaillé, c'était de désengorger la plage Saint-Julien. La plage Saint-Julien, c'est une plage qui est située au bord du lac d'Esparon, pas très loin de Gréoux. Et quand on a travaillé sur les scénarios et sur les alternatives qu'on pouvait proposer avec le parc, ils nous ont dit nous, on aimerait bien leur proposer d'aller faire du vélo à Gréoux-les-Bains ou de la randonnée à Quinson. On dit très bien, par contre, on a l'impression que ça s'écarte un petit peu de l'intention de départ. Effectivement, on le voit bien dans la campagne, ça a moins bien marché que ce qu'on a fait par exemple sur le Luberon, pour une raison simple, c'est que les gens étaient partis pour aller se baigner,
Et en fait, on leur a proposé quelque chose dont ils n'avaient pas forcément envie, en tout cas, qui n'était pas dans leur intention. Une deuxième clé qui est importante, c'est inciter sans faire culpabiliser pour mieux capter l'attention. C'est compliqué ces problématiques-là, parce qu'on touche à la liberté individuelle, les gens avaient très envie de venir sur le site, et du coup, il faut trouver le beau dosage, et notamment en termes de contenu, et on revient à la problématique. Donc comment on va leur adresser le message ? Cet été, on a fait, donc je pense que beaucoup ont entendu parler de la campagne « On a tous besoin du Sud » qu'on a menée avec nos partenaires en région. Cette campagne-là, on a fait un volet spécifique de déclinaison sur le « On a tous besoin de nature », avec plusieurs messages qui étaient déclinés. Voilà. Alors, il y a eu un beau mouvement, les partenaires, les espaces naturels ont repris le message. Et un jour, j'étais destinataire en fait, des pubs que faisait le parc, le parc des Écrins en fait, de reprise de ce message. Le message, c'est stop au VTT dans le cœur de parc, on a tous besoin de nature. Derrière, il fallait voir les réactions des VTTistes, quoi. C'était mais vous prenez pour qui franchement, c'était hyper violent. C'était hyper violent parce que le message a été perçu en fait dans une logique en se disant en gros non mais attends, ils sont qui pour m'interdire de faire ce que je veux, quoi, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe sur la manière dont on délivre ces messages. Et puis l'autre élément qui est important, qui est tout bête, qui est du bon sens. C'est-à-dire tout à l'heure on parlait du pouvoir d'Instagram, de tout est-ce qu'on doit montrer la réalité du site. Nous, notre position, c'est juste de dire on veut des belles photos de ces sites-là, mais ces sites-là, ces conditions qu'on a vues tout à l'heure sur le Vallon des Carmes, on peut les retrouver quand on vient hors saison. Il faut juste qu'on fasse un peu plus attention au moment où on va communiquer sur ces sites, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc là, on a des consignes, Loïc, on échange là-dessus, on dit aux équipes, soyez vraiment vigilantes pour pas communiquer sur ces sites-là dans la période estivale. Je vais donner un exemple, moi, qui me crispe au plus haut point, c'est la Provence, qui est un bon partenaire pour nous, le journal La Provence, qui a une grosse communauté sur ses réseaux sociaux, mais qui tout l'été a martelé sur chaque calanque. Alors je dis pas que c'est la course à l'engagement, la course à chaque fois et tout, mais alors il y avait toujours un petit message pour dire attention, etc., soyez prudents et tout, mais je suis pas sûr que ce soit au final au service du territoire. Il vaut mieux qu'ils communiquent sur les calanques là quand on sera plus tard sur la saison. Donc voilà, ça c'est 4 clés importantes. Alors, avant que je parle de Waze quand même, ce que je voulais dire en termes de contenu quand même, c'est que quand on a identifié nos spots, on a fait donc tout un travail d'inventaire avec les parcs sur des sites alternatifs qu'on pouvait proposer. Et ce travail-là, on l'a présenté à la presse en fait en mai dernier pour leur montrer que voilà, en gros, ne communiquez pas tout le temps sur les mêmes sites, vous pouvez aussi communiquer sur d'autres sites. On souhaite aller plus loin. Alors je sais que Loïc, tu as des attentes fortes là-dessus, on va bien s'y mettre. C'est de créer des contenus même sur notre site pour valoriser un peu plus ces sites-là, ces sites secondaires, pour les mettre en avant et pour contribuer quelque part aussi en termes de contenu à mieux répartir les flux. Et enfin, l'exemple aujourd'hui le plus emblématique de ce qu'on essaye de faire pour mieux gérer les flux, c'est ce qu'on a mis en place avec Waze. Alors, dans la salle, qui utilise Waze ? Voilà, je crois que tout est dit, on voit bien la puissance de l'outil. Waze, c'est 15 millions d'utilisateurs en France, un temps moyen passé sur l'application d'1h30 par semaine. C'est la 6e application la plus téléchargée. Et ça faisait un moment que on voulait se soucier et voir quelle réponse on pouvait apporter sur la gestion des flux touristiques. En y réfléchissant, on se disait mais faut qu'on arrive à choper des des applis. Nous tout seuls, on n'est pas assez puissants. Il faut qu'on essaie de trouver des moyens d'aller toucher le plus de visiteurs possible. Et un jour, en discutant avec une régie pub qui est sur Marseille, qui s'appelle CI Media, ils nous ont dit, on parlait des problématiques, ce qu'on pouvait faire avec eux, des collaborations un peu générales, et puis on leur explique cette problématique de gestion des flux. Ils nous ont dit, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser avec Waze. Donc on a été mis en relation avec Waze. Waze s'est montré très réceptif aussi là-dessus. Et est née cette collaboration avec une première expérimentation, je vous le disais, dans le Luberon et dans le Verdon. Alors concrètement, comment ça marche en fait, ces leviers-là ? Donc on utilise les leviers publicitaires de Waze pour en fait communiquer aux automobilistes. Sur Waze, il y a plusieurs moyens de faire la publicité. Il y en a un, c'est le search que vous avez là. Ouais, ça marche pas, c'est vrai que tout à l'heure Dominique t'avais essayé aussi. Le search, c'est-à-dire qu'en gros, vous tapez un lieu. Donc nous, le but, c'est de dire
En fait, quand ils tapent, par exemple, là c'est un exemple, c'est les sources de l'Uvonne. Alors les sources de l'Uvonne, en plus, c'est un exemple emblématique du site qui s'est fait complètement dépasser par Instagram. Donc des gens sont venus, ils ont fait plein de photos, le site, après, ça a engendré vraiment une surfréquentation, enfin un pic de fréquentation, pardon. Et du coup, c'est vrai que l'idée, c'était de faire en sorte en fait, que quand ils tapent les sources de l'Uvonne, la première chose qui vient en fait, dans les résultats de recherche, c'est le parking sur lequel on veut qu'ils se garent. Pourquoi ? Parce que les gens allaient le plus près possible du démarrage du sentier sur une zone qui n'était pas faite en fait, pour stationner. Donc on a fait en sorte, on a travaillé avec le parc naturel régional de la Sainte-Baume pour faire en sorte que les gens aillent se garer sur le parking de la Ferrage. Alors les campagnes Waze, on les utilise, j'en profite pour dire qu'on les utilise à 3 niveaux. Un, soit pour orienter le stationnement quand c'est là, comme ce type de campagne, soit pour amener les gens sur des sites alternatifs, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'exemple du Luberon. Et le dernier, maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est des campagnes de sensibilisation. C'est-à-dire ce qu'on a fait pour la campagne On a tous besoin de nature. C'est vous arrivez dans le parc naturel régional de Camargue, pendant les week-ends de chasse et croisée, vous avez un message en disant voilà, vous êtes dans le parc naturel régional de Camargue, respectez-le, suivez on va dire les bons gestes. J'ai pas tout le message en tête, mais voilà, et en gros, ils peuvent aller cliquer directement sur la page qui renvoie sur les bons gestes du parc. Donc ça, c'est plutôt de la sensibilisation, c'est pas forcément de l'orientation des flux. Et donc, sur les leviers publicitaires, on a le search, on a les pins. Les pins, c'est les petits pictos qui se déplacent là sur votre chemin quand vous naviguez sur l'application. Et ces pins, ils peuvent être plus ou moins appuyés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être indiqués bien en amont. Parce que le pins classique, en fait, vous le voyez quand vous vous rapprochez, mais vous pouvez avoir des indications plusieurs kilomètres avant. C'est ce qu'on appelle excusez-moi les termes techniques, c'est ce qu'ils appellent des arrows, en fait, chez Waze. Du coup, vous pouvez valoriser ces pins, en fait. Et le dernier, c'est le plus intrusif, mais peut-être le plus intéressant, c'est le dernier, c'est celui-là, c'est les takeovers. Et là, vous avez un message très simple, on parlait de contenu. Donc, source de l'Uvonne, parking de la Ferrage obligatoire. Donc, c'est assez direct, on ne peut pas faire plus direct. Bon, on est limité en nombre de caractères sur la publicité sur Waze. Et voilà, et vous avez un bouton y aller. Donc, il y a un bouton incitatif en plus pour renvoyer directement sur ce parking. Alors, c'est un peu contraignant comme système, mais c'est normal, c'est pour des raisons sécuritaires, les takeovers. Les takeovers ne s'affichent que quand il y a plus de 4 secondes d'arrêt. Donc, Waze, ça peut être intéressant pour communiquer effectivement aux utilisateurs, mais il faut prendre en compte le contexte et la problématique de départ. On a fait une expérimentation dans le parc du Mercantour, par exemple. On a vu rapidement qu'on n'arrivait pas à délivrer beaucoup de takeovers. On s'est posé plein de questions et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait très peu de zones d'arrêt, ce qui fait que derrière, les takeovers n'étaient pas activés. Donc il y a ça qui est important. Il y a un deuxième point, j'en profite d'ailleurs Franck, tu vas me servir de cobaye du coup. C'est une autre problématique. On a des territoires qui sont venus nous voir et qui étaient hyper intéressés. En fait, ouais, c'est juste un outil de communication, c'est intéressant. Là, on n'a pas tous les résultats, mais ce qu'on voit sur les premières expérimentations, c'est intéressant. Mais si derrière, il n'y a pas les aménagements en place pour pouvoir proposer des alternatives, ça ne sert à rien de communiquer. On a essayé de faire quelque chose, notamment sur le territoire du cœur de Luberon. Et c'était pas possible parce que derrière, il n'y avait pas forcément tous les équipements en place pour orienter les gens sur un stationnement plus en amont de Sénanque. Hein. C'était ça. Et du coup voilà, donc c'est un outil de com, mais derrière, il faut vraiment que le scénario il soit pensé. Je vous dire une autre expérimentation qui est en cours. C'est toujours dans le Verdon, un des sentiers les plus utilisés de la région, qui est le sentier Blanc-Martel. Le sentier Blanc-Martel, en gros, ce que veut le parc, c'est orienter les Wazers à prendre la navette pour se rendre directement sur place, parce qu'il y a des gros problèmes de stationnement sauvage à proximité, ou en tout cas à l'entrée du sentier. Alors il y a deux logiques, soit vous arrivez par Castellane, soit vous arrivez par Riez, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu. Castellane, il n'y a pas de souci, vous prenez la navette, vous y allez direct. Par contre, Riez, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est inciter les gens à prendre la navette, aller s'arrêter à la Palue pour prendre une deuxième navette et aller sur site. Et là, c'est pareil, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le schéma, sur l'intention de départ, c'est-à-dire que si vous lui proposez une expérience qui est beaucoup plus longue que celle qu'il attendait au départ, il y a du déceptif. Voilà.
ce que je voulais vous dire. Merci. Il est déjà 14h54. Il y a d'autres ateliers qui commencent dans même pas 5 minutes. Je resterai bien avec vous à cuisiner et faire parler les intervenants. Malheureusement, le programme et la suite fait que je sais pas, je vous libère. Est-ce que quelqu'un a une question éventuellement, soit à Dominique, soit à Julien? Allez-y, levez-vous et parlez très fort. Très bien, merci. Merci à vous, merci d'applaudir, de remercier Dominique et Julien. Et bon dernier atelier et bonne fin de CM on the Beach à vous.